Bonsoir à tous et bienvenue pour cette séance donc de philosophie, toujours du mardi 1er décembre, première partie. Alors, la partie 3.4.3 avait été consacrée à la distinction des notions de nature et de monde, dont je rappelle qu'elle ne désigne pas deux choses concrètes, de réalités qui pourraient se voir ou se toucher, mais deux idées, deux points de vue à partir desquels nous pouvons considérer, examiner et réfléchir sur ce qu'on appelle le réel, la réalité. Je vais, dans la partie suivante, 3.4.4, je vais faire fonctionner, si vous voulez, faire jouer cette distinction sur deux problèmes qui concernent l'astronomie des planètes. Le premier de ces deux problèmes fera l'objet de la partie 3.4.4.1. Je le répète, il n'y aura pas de subdivision de niveau inférieur. La partie 3.4.4.1 sera donc consacrée au premier de nos deux problèmes qui concerne la question de la structure géométrique du système solaire. Et cette question va m'amener à rencontrer une curiosité de la science astronomique connue sous le nom de loi de Titius-Bode. Vous trouverez des précisions sur cette loi et de quoi suivre plus commodément cet exposé sur mon blog de l'UTL. Alors, nous l'avons vu, au point de vue du monde, pour Cournot, la structure du système solaire a un caractère fondamentalement accidentel. Accidentel voulant dire que c'est la succession des événements, c'est le cours des choses qui a déterminé que le système solaire comporte tel nombre de planètes disposées de telle façon et possédant chacune tel nombre de satellites, pour certaines des anneaux, pour d'autres non. Seulement, on s'est quand même demandé si cette configuration n'obéirait pas tout de même à une loi générale, au moins pour ce qui concerne la distance entre les planètes. C'est une tendance inhérente à la science, une tendance inscrite dans la nature même de la science et dans la nature du postulat, on va dire, rationaliste, qui est le sien, le postulat sur lequel tout son travail repose. C'est une tendance donc naturelle pour la science que de chercher toujours à ramener ce qui a l'apparence de l'accidentel à de l'essentiel, ramener le contingent à du nécessaire, ramener le particulier, voire le singulier, à de l'universel. Et dans les années 1760-1770, l'astronome prussien Johann Daniel Titius, ça s'écrit T-I-T-I-U-S, qui a vécu de 1729 à 1796, découvrit une relation numérique simple dans la série des distances des planètes au Soleil. Enfin, des 6 planètes qui étaient à cette époque-là connues, de Mercure à Saturne, en passant bien sûr par la Terre et les autres planètes situées à l'intérieur de l'orbite de Saturne. Un peu plus tard, un autre astronome, Johann Elert Bode, B-O-D-E, qui a vécu de 1747 à 1826 et qui était directeur de l'Observatoire de Berlin, eh bien, s'employa à faire connaître cette relation et lui donna sa formulation mathématique, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et depuis ce temps, cette relation simple de nature mathématique, on va voir, a pris le nom de loi de Titius-Bode. Simplement, il importe absolument de mettre cette expression, loi de Titius-Bode, entre guillemets, parce qu'il y a de bonnes chances qu'en fait, nous n'ayons pas du tout affaire à une véritable loi. En outre, il faut assortir ici l'exposition de cette supposée ou prétendue loi de quelques précautions tout à fait importantes. Parce que
la notion même de distance des planètes est une notion extraordinairement vague. On se rappelle la première loi de Kepler. Les planètes décrivent autour du Soleil une trajectoire elliptique dont le Soleil occupe un des foyers, ce qui signifie que la distance de la planète au Soleil est constamment en train de varier. Alors, sans doute, l'excentricité de ces orbites planétaires est faible, à l'exception de quelques-unes, par exemple Mercure, dont la distance au Soleil varie d'un facteur de 1,5. À l'exception donc de quelques-unes de ces planètes, Mercure, Pluton aussi, l'excentricité des orbites est faible, c'est-à-dire qu'elles ressemblent de très près à un cercle. Néanmoins, même si la distance varie peu, elle varie constamment entre la planète et le Soleil. Et donc, on ne peut parler que de distance moyenne, la distance qui correspond à la moitié de la somme entre le petit et le grand axe de l'ellipse que décrit la planète. De plus, d'autres variations viennent interférer avec cette loi de Kepler, en particulier celle qui vient de l'influence gravitationnelle des autres planètes. Car d'autres planètes circulent à proximité de n'importe laquelle de l'une d'entre elles, n'importe laquelle d'entre elles. D'autres planètes circulent plus près et plus loin du Soleil. Et chacune de ces planètes exerce sur la planète qu'on étudie une influence gravitationnelle qui en perturbe la trajectoire. Alors, par ailleurs, il faut ajouter d'autres influences encore, comme celle des comètes qui périodiquement traversent le système solaire ou passent à proximité. La distance des planètes au Soleil s'exprime en ce qu'on appelle des unités astronomiques, abréviation UA en majuscule. L'unité astronomique a pour valeur la distance approximative moyenne, ici aussi, de la Terre au Soleil. Donc, par définition, par convention, une unité astronomique vaut 1 pour la Terre. Alors, entrons dans la définition de cette loi dite de Titius-Bode. Écrivons, alors vous allez les écrire, mais vous l'avez le document sur mon blog, mais si vous ne l'avez pas sous les yeux, vous pouvez les écrire. Vous écrivez sur une même ligne les puissances successives de 2 élevées au carré, ce qui donne, à partir du 0, premièrement 0, puisque 0 au carré vaut 0. Ensuite 1, puisque 1 au carré vaut 1. Ensuite, vous écrivez 2. Ça, c'est, je dirais, une anomalie conventionnelle dans la suite de la loi. 0, 1, 2. Ensuite, 4. Ensuite, vous écrivez 8, puis 16, puis 32, puis 64, puis 128 et enfin 256. En dessous, vous allez écrire une autre ligne que vous obtenez en multipliant par 3 chacun des termes de la succession précédente, ce qui donne 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384 et 768. Vous allez écrire une troisième ligne qui est obtenue en ajoutant 4 à chacun des nombres précédents, ce qui donne 0 plus 4, 4, 3 plus 4, 7, et ainsi de suite, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388, 772. Enfin, vous écrivez une dernière ligne dont chacun des éléments successifs est obtenu en divisant par 10 les nombres de la succession précédente, ce qui nous donne 0,4, 0,7,
1, 1,6, 2,8, 5,2, 10, 19,6, 38,8, 77,2. Bien. Jusqu'ici, nous n'avons rien fait d'autre que de partir d'une série de nombres, la série des puissances de 2 après le 0, et nous avons donc écrit une série de nombres dont le principe de progression est simplement mathématique. Vous allez en dessous de la dernière ligne écrire la ligne suivante qui, elle, correspond aux distances moyennes respectives de chacune des planètes par rapport au Soleil, exprimées toujours en unité astronomique. L'unité astronomique valant, je le rappelle, pour la planète Terre 1. Cela donne 0,39, 0,72, 1, 1,52, 5,2, 9,55, 19,22, 30,11, 39,6. Alors, ces valeurs que je viens d'énumérer successivement, ces valeurs correspondent aux distances exprimées en unité astronomique des planètes connues à l'époque de ces deux astronomes, Titius et Bode, par rapport au Soleil. Donc 0,39, c'est la distance de Mercure, 0,72, distance de Vénus, 1, distance de la Terre, 1,52, distance de Mars, 5,2, distance de Jupiter, 9,55, distance de Saturne, 19,22. Alors ça, pardon, je m'arrête là puisqu'on ne connaissait pas au-delà de Saturne. Excusez-moi, pour les suivantes, on verra plus tard. Donc, dernière valeur connue, 9,55, Saturne. On s'aperçoit, de façon évidente, qu'existe une correspondance très nette entre la dernière ligne des nombres obtenus par le procédé purement mathématique qui nous fait partir des puissances de 2 et les valeurs successives des distances réelles des planètes connues à cette époque au Soleil. On peut en tirer une formule générale qui va s'écrire, alors je la dicte et je vous explique ce que signifie chacun des termes. R égale 0,4 plus 0,3 fois 2 puissance n-1. Je répète, R égale 0,4 plus 0,3 fois 2 puissance n-1. Le fois, la multiplication, s'applique seulement à 0,3. Donc, il y a 0,4 plus ensuite 0,3 fois 2 puissance moins 1. Dans cette formule, R, c'est la distance de la planète au Soleil exprimée en unité astronomique. N est le rang de la planète dans l'ordre successif depuis le Soleil. Seulement, il faut ajouter que N vaut dans la relation que j'ai dictée, N vaut moins l'infini pour Mercure, 1 pour Vénus, 2 pour la Terre, 3 pour Mars, etc. Alors, cette formule présente exactement toutes les apparences de ce qu'on appelle en physique et en sciences en général une loi. Une loi dont on avait de bonnes raisons de penser à l'époque où Titius et Bode l'ont formulée, qu'elle pouvait correspondre de façon générale non seulement aux 6 planètes connues du système solaire, mais à tout système d'objets satellisés autour d'un astre central. Et on parla alors de loi de Titius-Bode. On remarque que cette loi est une relation mathématique dans laquelle interviennent un plus, une multiplication, une élévation à une puissance. Une relation mathématique, alors je reviendrai beaucoup plus loin et très en détail sur la relation de l'astronomie aux mathématiques, sur l'importance, sur la place de la science mathématique
dans l'astronomie. C'est une histoire qui remonte à l'Antiquité grecque, qui remonte très exactement à Platon. Je ne détaille pas pour le moment, mais évidemment, en formulant cette loi de cette façon, Bode ne faisait que s'inscrire dans une très longue tradition. Sitôt énoncée, cette loi plaçait les astronomes devant une double tâche. Premièrement, chercher s'il existait au-delà de Saturne une planète supplémentaire remplissant les conditions posées par la fameuse loi. Premier objectif, première tâche. Deuxième objectif, rendre compte d'une évidente lacune dans cette loi, à savoir l'absence de planète correspondant à la valeur 2,8. Parce que dans la succession des distances réelles des planètes au Soleil, on passe directement de la valeur de 1,52 pour Mars à la valeur de 5,2 pour Jupiter, sans rien trouver entre ces deux planètes qui correspondent à la valeur 2,8 qui découle des calculs que nous avons effectués pour formuler cette loi. Alors, la chasse aux candidats susceptibles d'occuper ces deux places fut rapidement déclarée ouverte. Et dès 1781, la découverte de la planète Uranus par William Herschel, cela s'écrit Herschel, H-E-R-S-C-H-E-L, la découverte par William Herschel d'une nouvelle planète, à savoir Uranus, vint ajouter à la série de Titius Bode un astre dont la valeur correspondait très bien à la formule, puisque pour Uranus, la valeur est de 19,22, ce qui correspond vraiment bien au 19,6 obtenu par la relation de Titius Bode. Et puis, à partir de 1800, on s'intéressa à cette fâcheuse lacune, à ce trou, à ce vide, à ce gap, si vous voulez, entre Mars et Jupiter. Alors la chasse fut ouverte et elle se transforma rapidement en une battue systématique pour laquelle un astronome allemand, plutôt austro-allemand, qui s'appelait Franz Xaver von Zach, Z-A-C-H, une battue pour laquelle cet astronome austro-allemand, Franz Xaver Zach, engagea deux douzaines d'astronomes en ce qu'il appela une police céleste destinée à enquêter sur la possible présence d'un astre à cet endroit du système solaire dans lequel on n'avait jusqu'à présent rien aperçu. Et en 1801, c'est un Italien, Giuseppe Piazzi, qui découvrit un corps massif assez important, de petite taille, certes, mais enfin suffisamment significatif pour retenir l'attention, là où justement devait se trouver la planète manquante. Et il envoya donc la nouvelle de cette découverte à Bode, qui chercha, à l'aide de ses instruments, cet astre, mais qui ne put pas le trouver. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, les méthodes permettant de calculer la trajectoire elliptique des astres étaient assez imparfaites. Or, précisément, à peu près au même moment, un mathématicien allemand, l'un des plus grands de toute l'histoire des mathématiques, Carl Friedrich Gauss, G-A-U-2-S, Carl Friedrich Gauss, travaillait justement à élaborer une théorie plus précise, une méthode plus précise de détermination des orbites elliptiques. Et l'application de cette méthode conduisit tout droit à l'astre cherché, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Cérès. La taille de Cérès, c'est approximativement une sphère d'1 millier de kilomètres de diamètre, ce qui était assez faible, trop faible même pour considérer Cérès comme une véritable planète. Mais l'année suivante, c'est en cherchant à observer Cérès qu'un autre astronome, Heinrich Olbers,
ça s'écrit O-L-B-E-R-S, Heinrich Olbers, qui vécut de 1758 à 1840, découvrit sur la même orbite ou approximativement un autre astre qui fut baptisé Pallas. Vous voyez, on serait bien en peine de nommer les planètes du système solaire si l'on ne disposait pas des noms des figures de l'Antiquité mythologique. Et il se trouve que dans la première décennie du XIXe siècle, on observa dans la même région, sur la même zone de trajectoire elliptique, un nombre toujours plus grand de nouveaux objets du même type. Petits, peu massifs, mais quand même suffisamment significatifs pour qu'on puisse les regrouper sous la forme d'une espèce de ceinture qu'on baptisa ceinture des astéroïdes. Le nom est dû à Herschel. On en connaît à peu près aujourd'hui, sont répertoriés à peu près 500 000 astéroïdes, mais on sait qu'il y en a en fait plus encore. Même si la masse totale de ces objets reste assez faible, puisque ça représente à peu près 4% de la masse de la Lune, on pouvait, au regard de la loi de Titius-Bode, considérer que la place laissée vacante était désormais occupée, et donc on pouvait tenir la relation de Titius-Bode pour à nouveau confirmer, comme elle l'avait été une première fois par la découverte de la planète Uranus. On fit plusieurs hypothèses sur l'origine de cette multitude de petits astéroïdes, et on y vit dans un premier temps les résultats, les vestiges de l'explosion d'une planète. Aujourd'hui, cette hypothèse est réfutée, mais il se trouve que ces astéroïdes sont étudiés, sont des objets intéressants et qu'on continue à les observer. Puisqu'il a été question d'Olbers, le premier à avoir aperçu Pallas, notons au passage que c'est un astronome qui a laissé son nom dans l'histoire de l'astronomie, mais pas pour cette découverte de Pallas. Il a laissé son nom parce que c'est lui qui, le premier, a donné sa formulation la plus rigoureuse à un paradoxe assez ancien, puisque Kepler avait déjà, au tout début du XVIIe siècle, aperçu cette difficulté. À l'époque de Kepler, commençait à revenir sur le devant de la scène l'hypothèse d'un univers infini. Je raconterai plus loin aussi comment s'est produite la substitution de cette conviction que le monde était un monde clos et fini, ce remplacement d'un monde clos et fini par l'image d'un monde infini. Un monde infini, un univers infini, semblable à celui qu'avaient déjà défendu les atomistes matérialistes de l'Antiquité, par exemple Démocrite, Épicure ou Lucrèce. C'est même, j'en avais d'ailleurs déjà parlé, le titre d'un célèbre livre d'histoire de l'astronomie, l'un d'ailleurs de ceux qu'il faut lire de toute urgence, et en premier, qui est le livre d'Alexandre Coiré, Du monde clos à l'univers infini. Donc je raconterai plus loin cette histoire, mais il faut savoir que donc au début du XVIIe siècle, à l'époque où travaille Kepler, cette hypothèse est en train de reprendre du poil de la bête. En fait, des raisons à la fois scientifiques et philosophiques, métaphysiques et même théologiques avaient fait obstacle à ce que cette hypothèse soit vraiment prise au sérieux, mais à l'époque de Kepler, elle l'est. Or, Kepler s'était posé la question suivante, une question qui vient immédiatement à l'esprit dès lors qu'on songe à toutes les conséquences que pourrait avoir un univers infini peuplé d'une infinité d'étoiles. Parce que si l'univers est infini dans toutes les directions, et s'il est à l'infini peuplé d'étoiles, cela signifie que, quelle que soit la direction dans laquelle vous pointez votre regard, vous rencontrez nécessairement, tôt ou tard, c'est-à-dire plus ou moins proche ou plus ou moins lointaine, une étoile. Ce qui veut dire qu'il y a des étoiles exactement dans le prolongement de toutes les directions, de tous les regards possibles, depuis la surface de la Terre. Conséquence, le ciel devrait nous apparaître
comme tapissées uniformément d'étoiles exactement jointives les unes avec les autres, sans aucun vide, sans aucune zone d'obscurité. Le ciel devrait être une surface uniformément brillante et même extraordinairement brillante, puisqu'il devrait être entièrement peuplé d'étoiles, entièrement garni d'étoiles, sans donc, je le disais, aucune solution de continuité entre ces étoiles. Or, ce n'est pas le cas, et le fait que ce ne soit justement pas le cas semblait constituer une réfutation suffisante de l'hypothèse d'un univers infini peuplé d'une infinité d'étoiles. Le paradoxe a fait l'objet de nombreuses réflexions, dont en particulier, je le signale, parce que ça c'est un texte que vous pouvez lire et que vous ne trouverez pas dans la littérature scientifique, mais dans la littérature tout court, y compris dans un essai d'Edgar Poe, intitulé Eureka, et sous-titré, c'est un essai de 1848, Eureka, sous-titré essai sur l'univers matériel et spirituel. Edgar Poe s'interroge sur ce paradoxe et formule un commencement de solution. En vérité, la solution définitive ne viendra que de la théorie de la relativité et de la théorie de l'expansion de l'univers. Mais je m'arrête ici sur ce paradoxe d'Olbers et je reviens à nos planètes. Donc, les découvertes successives d'Uranus puis des astéroïdes semblaient confirmer suffisamment l'hypothèse de Titius Bode. Une planète supplémentaire fut découverte en 1846. Il s'agissait de Neptune, fut baptisée Neptune. Malheureusement, il s'en fallait de beaucoup que cette planète se trouvât à la place théorique que lui assignait normalement la relation de Titius Bode. Et en 1930, la découverte de Pluton donna le coup de grâce à la loi, à la supposée, à la prétendue loi de Titius Bode, car avec Pluton, ça ne correspondait plus du tout. Si nous revenons à nos chiffres, à nos nombres plutôt, plus exactement, présentés il y a quelques instants, la valeur pour Uranus est 19,22, qui correspond assez bien donc au 19,6 prévu par la loi Titius Bode. En revanche, là où Titius Bode annonçait 38,8 pour la planète suivante, Neptune se trouve à 30,11 unités astronomiques du Soleil. C'est Pluton qui est à 39,6 unités astronomiques, qui correspondrait assez bien à la place prévue pour Neptune, 38,8, mais pour Pluton, pour la planète qui occupe dans la série le rang de Pluton, eh bien, la loi de Titius Bode donnait 77,2, ce qui ne correspond évidemment pas du tout. Et donc, on est venu à la conclusion, et on est aujourd'hui évidemment tenté de ne voir qu'une coïncidence dans cette relation numérique qui unit la série des distances des planètes à celle des puissances de Dieu, de 2, on est tenté de ne voir exactement là-dedans qu'une coïncidence et de considérer que cette ci-devant loi de Titius Bode ne mérite pas plus d'intérêt, de considération que n'importe quelle spéculation numérologique sur quelque objet que ce soit. La numérologie est le modèle parfait de ce qu'on appelle une pseudo-science, dont vous savez que malheureusement, elle fait encore aujourd'hui un certain nombre de dégâts dans les esprits. Toutefois, il n'est pas impossible que certaines contraintes physiques, objectives, réelles, pèsent sur les distances des planètes dans les systèmes planétaires, sur la géométrie des systèmes planétaires. Dans l'état actuel des choses, notre connaissance des lois qui gouvernent le mouvement des planètes autour d'une étoile, dans l'état actuel de notre connaissance des choses, eh bien, rien ne nous permet de formuler une quelconque hypothèse sur la régularité, sur la nécessité d'une telle distribution dans un système solaire quelconque.
Et je dirais que, à ma connaissance, aucune raison objective n'existe ni de conjecturer, ni d'exclure cette hypothèse que la distribution des planètes réponde à une loi générale de la nature. On peut continuer à chercher cette loi, mais cette loi n'est certainement pas l'énoncé de la relation qui est demeurée dans l'histoire de l'astronomie comme connue sous le nom de loi de Titius-Bode. Il faudra certainement rectifier cette loi si on veut en trouver une formulation qui corresponde à quelque chose de réel et d'objectif. Il existe, et je vais donc m'en tenir ici pour cet exposé de la loi de Titius-Bode, il existe en revanche une autre question qui va permettre de préciser encore la distinction entre série physique et cosmologique et série cosmologique des sciences. Ou plutôt, pour parler plus rigoureusement, comme je l'avais déjà dit, entre les points de vue physiques et cosmologiques à l'intérieur de chaque science, ici en l'occurrence l'astronomie. Alors cette question, et c'est la deuxième que j'examinerai, et ça fera l'objet du point 3.4.4.2, cette question, c'est celle de la stabilité du système solaire. Question qui a surgi à peu près à la même époque que celle que nous venons d'examiner précédemment, et qui était, elle, en revanche, promise à un avenir scientifique bien plus intéressant, bien plus riche, bien plus consistant que la relation de Titius-Bode, puisque aujourd'hui encore, les recherches se poursuivent sur ce deuxième problème, qui est le problème de la stabilité du système solaire. Cette histoire commence avec Newton, et elle s'est poursuivie donc jusqu'à aujourd'hui, sous la forme d'une espèce de jeu de ping-pong entre des réponses opposées à la même question que je vais examiner maintenant, qui fait donc l'objet du point 3.4.4.2, le système solaire le système solaire est-il mécaniquement stable? Alors, entrons maintenant dans cette question. Cournot écrit que le spectacle du monde, je le cite, le spectacle du monde suscite le désir d'en connaître la structure actuelle, les révolutions passées et, s'il se peut, les destinées futures. Le spectacle du monde, puisque nous considérons cette fois-ci maintenant le réel sous l'aspect de sa continuité dans le temps, sous l'aspect du déroulement de la succession des événements qui le constituent. Et nous nous interrogeons sur sa structure actuelle, ça c'était la tentative de la loi Titius-Bode, les révolutions passées, les transformations, les changements, les bouleversements passés, on disait à cette époque-là révolution, et s'il se peut, les destinées futures. Il faut d'ailleurs ajouter le s'il se peut aussi pour les révolutions passées, parce qu'il n'est pas du tout facile de connaître, à partir des traces qui en sont demeurées dans l'état présent de l'univers, ces états antérieurs. Et en effet, à partir d'un certain stade de développement de la science astronomique, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, en fait, à partir de Newton, s'est posée une question cruciale, cette question cruciale concernant l'avenir du système solaire, donc potentiellement, bien sûr, une question qui concerne l'avenir de notre espèce. Tant qu'on s'en tient à Kepler, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que chaque planète parcourt sagement son orbite, sa trajectoire elliptique, la trajectoire qui lui est assignée par les trois lois, en obéissant strictement à ces lois. Avec Newton, tout va changer. Et pourquoi est-ce que tout change? Eh bien parce que Newton va réaliser cette extraordinaire performance scientifique de rendre compte du mouvement des planètes
et rendre compte des lois de Kepler elles-mêmes, des lois qui régissent le mouvement des planètes, à l'aide d'une seule et unique loi d'ordre supérieur, la loi de l'attraction universelle. Ici, il faut établir une distinction. Les lois de Kepler sont des lois qui relèvent de ce qu'on appelle la cinématique. La cinématique, c'est cette discipline qui étudie les lois des mouvements des corps indépendamment des causes physiques de ces lois. Lorsque Kepler s'intéresse au mouvement des planètes, il cherche seulement à savoir comment elles se déplacent autour du Soleil. Et les résultats auxquels il aboutit sont des résultats qui sont exclusivement géométriques. Alors, il s'agit bien sûr d'une géométrie en mouvement, et géométrie en mouvement, c'est justement la définition de ce qu'on appelle la cinématique. Avec Newton, on passe à une science, ou plutôt à une recherche scientifique d'ordre supérieur. Il ne s'agit plus simplement de savoir comment ces planètes se déplacent autour du Soleil, il s'agit de savoir sous l'effet de quelles causes elles présentent les mouvements qu'on peut observer. Et donc, Newton va faire intervenir et va introduire dans la compréhension du mouvement des planètes une force, c'est-à-dire quelque chose qui agit sur les corps, en mouvement. On peut dire ça comme ça, même si cette présentation de la loi de Newton n'est pas très exacte, car en réalité, la loi de Newton se présente comme celle de Kepler sous la forme d'un rapport, d'une relation, mais une relation qui met en jeu une force qui est la force d'attraction, attraction universelle, qui s'exerce entre tous les corps, quels qu'ils soient, entre tous les corps matériels, quelle que soit leur nature, dans l'univers physique. Eh bien, grâce à cette loi, à partir de cette loi unique, la loi de l'attraction universelle, Newton va pouvoir rendre compte du mouvement des planètes et expliquer pourquoi elles décrivent autour du Soleil le mouvement qu'on peut observer. En vérité, Kepler avait déjà tenté de s'aventurer dans cette direction. Il n'avait pas idée d'une attraction entre les corps, de ce qui deviendra la gravitation universelle newtonienne. Mais il avait supposé quelque chose qui, sans être de même nature, présente tout de même l'apparence de quelque ressemblance, de quelque analogie avec ce qui deviendra la gravitation. Il avait supposé entre le Soleil et les planètes des relations de nature magnétique, des interactions de nature magnétique. Et en faisant l'hypothèse que le Soleil agissait sur les planètes comme un aimant agit sur du fer, il obtenait une conjecture, disons une représentation imaginaire, qui n'est finalement pas très éloignée de ce que supposera Newton avec l'attraction universelle. Et donc, de Kepler à Newton, on assiste à ce phénomène intéressant de l'absorption d'une loi découverte à un certain moment, ou plutôt d'une pluralité de lois découvertes conjointement, les lois de Kepler. On assiste à l'absorption de ce système de lois par une loi, un principe unique d'ordre supérieur. C'est-à-dire que les lois de Kepler se trouvent intégrées au titre d'éléments particuliers à une loi de niveau supérieur, la loi de l'attraction universelle, qui ne vaut plus seulement pour des planètes en rotation autour du Soleil, mais qui vaut pour tous les corps dans l'univers entier. Ce qui veut dire, et c'est ça le génie de Newton, et c'est ça qui va lui assurer une gloire universelle de son vivant, et qui va lui assurer une place majeure dans l'histoire de la science physique, c'est que c'est lui qui découvre que ce sont les mêmes lois qui gouvernent la rotation des planètes autour du Soleil, la rotation de la Lune autour de la Terre et la chute des pommes quand elles tombent des pommiers. Et je vais immédiatement ensuite examiner ce que sont les conséquences de cette découverte pour la question de la stabilité du système solaire. Je vous donne donc rendez-vous
tout de suite après pour la deuxième partie.